Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition. Dans l'actualité de la principale édition de la mi-journée sur Walf TV à Mbobérène, dans la commune de Touba, des malfaiteurs lourdement armés ont fait irruption dans un domicile important avec eux d'importants matériels et une forte somme d'argent. À Sandiara, des conseillers municipaux portent plainte contre leur maire. Ils accusent la mairie d'avoir détourné une bonne partie de leur patrimoine foncier en complicité avec le sous-préfet. Ndiakal veut un cadre de vie plus performant face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Les populations exigent des infrastructures sociales de base adéquates. À suivre dans ce journal, l'actualité internationale et un aperçu de la presse du jour paru ce jeudi plutôt 30 mars 2015. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le 31 mars 2015. Merci de nous recevoir chez vous et nous ouvrons cette édition avec cette attaque à main armée à Mbobérène. C'est dans la commune de Touba. Des malfaiteurs armés de fusils et de coupe-coupe ont fait irruption au domicile du sieur Mor Ndiaye pour les dépouiller de ses biens. Ils ont emporté avec eux une somme importante d'argent, une moto Jakarta et un téléphone cellulaire. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Les faits ont eu lieu à Mbobérène, localité située sur la route menant vers Darou Rahman dans la commune de Touba Mosquée. Des malfaiteurs armés de fusils, de coupe-coupe, de gourdins s'en sont pris à Mor Ndiaye, maçon de son état, et à sa femme Daba Diouf aux environs de 3 heures du matin. Ces assaillants qui ont tiré 2 coups de sommation ont tenu en respect le sieur mort et les membres de sa famille avant de les dépouiller de leurs biens. Selon les premières informations, les malfaiteurs ont emporté avec eux une forte somme d'argent, une moto Jakarta et un appareil cellulaire. Après leur forfait, ils ont pris la tangente. Les riverains ont tenté de les suivre, mais sans succès. Une attaque de plus qui remet en question l'insécurité dans la région de Diourbel. Rappelons qu'il y a quelques semaines, des individus armés jusqu'aux dents avaient braqué des automobilistes sur la route menant vers Kaffrine. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, le torchon brûle à la mairie de Sandiara où pour avoir détourné une bonne partie de leur patrimoine foncier en complicité avec le sous-préfet, des conseillers municipaux de la dite ville portent plainte contre leur maire Serigne Gueye. Les élus locaux accusent par ailleurs leur édile d'avoir laissé volontairement les paysans leurs champs afin de faire main basse sur leurs terres et les rétrocéder à des lobbies homosexuels ou francs-maçonniques. Les explications dans cette correspondance de Tchernodaf. À Sandiara, des conseillers municipaux accusent leur maire d'avoir fait main basse illégalement en complicité avec le sous-préfet sur leur patrimoine foncier et le traînent en justice. Aucune carrière de sable n'a fait l'objet d'une délibération. Et ceux qui l'exploitent sont dans l'illégalité parce que leurs permis ils n'ont plus de permis d'exploitation. Et le sous-préfet est au courant parce que j'ai écrit au sous-préfet. Donc, c'est avec la complicité du sous-préfet. Nous déposerons une plainte pour les parcelles. Les parcelles à usage d'habitation attribuées à la population de Sandiara qui ont payé au trésor public leurs frais de bornage, qui ont des actes administratifs. Il y aura une plainte contre monsieur le maire qui a désaffecté. Une délibération est toujours approuvée par un préfet ou un sous-préfet. C'est la complicité de notre sous-préfet. Les conseillers accusent également le maire d'assoiffer délibérément pour des desseins inavoués les populations dont les forages sont pour la plupart tombés en panne. Saman, les forages de Godegen, les forages de Sandiara, il est en train d'expolier ce qui nous reste à Kao. Ces forages-là, ça a donné des centaines d'emplois. Les gens travaillaient en période pleine. Il n'y avait plus une période d'oisivité. Il a besoin de 10 000 hectares. Sandiara compte 19 650. Et il a besoin de 10. Si tu mets les habitations, les champs, les cimetières, tout ce qu'il y a, c'est 19 600 et quelques. Et il a besoin de 20.
de 10 000. Les élus locaux soupçonnent par ailleurs leur édile de connivence avec des lobbies homosexuels et francs-maçonniques dont des signes seraient visibles à Sandiara. Nous n'accepterons pas des investisseurs francs-maçons. Nous n'accepterons pas des investisseurs homosexuels. Il y a des signes, on nous aurait indiqué qu'il y a des signes francs-maçonniques dans le lycée, dans les bâtiments construits par certains partenaires. Le maire de Sandiara est Serigne Gueye Diop, conseiller en agriculture du président de la République. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Merci. Direction Niankal, une localité située dans la région de Louga qui manque presque de tout. Les populations ont donné de la voix pour réclamer des infrastructures sociales de base. Correspondance à Chimia. Niakhal est une localité située à 7 km de Louga, dans la nouvelle commune de Sakal. L'inauguration de la nouvelle mosquée de la cité religieuse est l'occasion pour les populations d'égrener un chapelet de doléances. Nous demandons au gouvernement de nous assister, au moins d'avoir des bornes fontaines pour assister nos femmes. Il n'y a pas encore de dispensaires. Les femmes sont très fatiguées. Des femmes enceintes, presque sur les 100 femmes, les 80% meurent à cause des maladies. L'enclavement de Niakhal constitue une autre entrave pour le développement de la localité. L'absence de pistes de production rend aussi difficile l'écoulement des produits agricoles. Après la saison des pluies, nous avons des problèmes pour acheminer les récoltes. Notre problème, c'est le problème de pistes. Le manque d'électricité a fait le lit de l'insécurité et du vol de bétail. C'est pourquoi les populations veulent que Niakhal sorte des ténèbres. L'électricité, ça pose problème. Presque chaque année, on voit des personnes qui meurent, qui meurent la nuit à cause des serpents. Surtout, vraiment, ça pose problème. Nous demandons quand même que le gouvernement nous assiste pour électrifier tous les villages. Des voleurs viennent ici prendre nos animaux. C'est à cause de l'électricité, manque d'électricité. Et ici, à Niakhal, chaque jour suffit sa peine et les populations exacerbées donnent de leur voix pour que leur localité sorte enfin de l'ornière. Louga, Achille-Niang, radio-télévision Walfadjri. Le syndicat des travailleurs du King Fahd Palace s'offusque des 16 cas de licenciement jugés abusifs. À cela s'y ajoutent les multiples demandes d'explications infondées distribuées de part et d'autre. Partant, les travailleurs interpellent le chef de l'État et son gouvernement. Un reportage de Ndiabité. En marge d'une assemblée générale, le syndicat des travailleurs du King Fahd Palace ont dénoncé leurs difficiles conditions de travail. Vous voulez un avancement, une augmentation, mais il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas la vision stratégique. Même nous, en tant qu'hôtel, on pense plus à nos augmentations, mais ce qu'on pense le plus, c'est une stratégie commerciale pour pouvoir développer cette entreprise. À cela s'ajoute, selon le dit syndicat, la non-applicabilité de la retraite à 60 ans et une discrimination notoire sur cette question exercée par la direction de l'hôtel. Il y a une discrimination au niveau de cette direction parce qu'aujourd'hui, cette retraite à 60 ans, elle est applicable à une tranche d'employés et à d'autres, on leur dit qu'eux, ils peuvent faire valoir de l'arrêté ministériel à 60 ans et qu'à certains employés, ils leur parlent de l'application de l'accord sectoriel de 56 ans. C'est chose qu'on ne peut pas accepter. Face au mutisme et le manque de vision de la direction générale de l'hôtel, ces travailleurs remettent en question le top management de leurs entreprises. On ne voit pas des gens, on n'a pas en face de nous des hôteliers, des gens qui sont capables de mettre en face de nous une stratégie qui peut nous aider vraiment à faire face à la concurrence. Le syndicat des travailleurs du King Fahd Palace en assemblée générale ont dénoncé les 16 licenciements abusifs et les centaines de demandes d'explications non fondées. Face à cette situation, ils interpellent le chef de l'État Macky Sall à s'autosaisir du dossier King Fahd Palace.
Habité direction Guédiawaye où les artisans entrent en rébellion contre le maire Aliou Sall qui veut les déguerpir au niveau de Amon 6, Ndiarème Limamoulaye. Ils se disent être déçus de l'édile de Guédiawaye qui, selon eux, n'a rien fait à part appauvrir les artisans depuis son accession à la tête de la municipalité. Théodore Semedo nous en dit un peu plus. Guédiawaye, des artisans opposés à un déguerpissement en gestation sonnent la révolte contre leur maire Aliou Sall. Ce que nous déplorons, c'est à propos du monsieur Aliou Sall. Il est venu un bon matin, sans sommation ni, il est venu déguerpir à Guédiawaye. Nous sommes prêts à mourir pour sauver notre patrimoine ici. Ces artisans établis à Ndiarème Limamoulaye, arborant des brassards rouges, qui disent avoir des regrets pour avoir voté lors des dernières élections municipales en faveur d'Aliou Sall, estiment que ce dernier se verse maintenant dans l'intimidation depuis son accession à la municipalité. Ils invitent d'ailleurs le chef de l'État à le recadrer. Ce monsieur Aliou Sall, il n'a aucune ambition à Guédiawaye. Il n'a fait aucun travail à Guédiawaye. Il n'a pas de respect pour les populations. Monsieur de Aliou Sall, il commence à semer la terreur à Guédiawaye. Ce monsieur de Aliou Sall, c'est un malheur pour la population de Guédiawaye. On doit présenter cette situation. On est très fatigué là. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Je lance un appel à le président de la République et les autorités de Guédiawaye et partout. Parce que ici, on a fait ici 25 ans. On travaille ici. Il y a des menuisiers aluminium, il y a des menuisiers métalliques, il y a des menuisiers bois. Mais un bon jour, le maire de Guédiawaye, maire Aliou Sall, il est venu ici nous dire qu'on va dégager ici. Et il nous dit d'aller là-bas. Et là-bas, on n'est rien. Ce sont au total une vingtaine de chefs d'atelier qui sont menacés de déguerpissement par la municipalité. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. Le front social dans le système éducatif se complique davantage après les mouvements de grève observés par le grand cadre des enseignants. Les inspecteurs se mêlent du combat en bloquant la formation des instituteurs adjoints au motif de non-paiement des indemnités, nous dit Lamine Bayo. Les instituteurs adjoints convoqués pour le deuxième regroupement comptant pour la formation à distance pour le CAP prendront leur mal en patience. Après avoir bravé les vacances, écouté les moments de repos, ils sont plongés dans un cauchemar. Les formateurs agitent la branche de la revendication en réclamant le non-paiement des indemnités. Boycotter la formation pour la simple et bonne raison que, comme vous le constatez, l'État jusqu'à présent, pour ce qui est même de la formation initiale, je pense que nos collègues ne sont pas encore dans le fond et que nous avons fait vraiment tout le travail de formation au niveau pendant l'hivernage. Bon, nous sommes tant bien que mal donnés sous la pluie. Bon, on a fait un regroupement, il nous restait le second regroupement, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu l'État, nous n'avons pas senti quand même l'État à nos côtés. Et je pense qu'il serait vraiment mieux quand même que l'État quand même pense à ceux qui sont en train quand même de donner des enseignements apprentissages au niveau de la formation diplômante, de penser à nous. Le mouvement va se poursuivre si l'État... Oui, le mouvement va se poursuivre et je pense que c'est, comme vous le constatez, le mouvement est un peu général, c'est partout à travers le pays. Les collègues quand même ont décidé quand même de croiser les bras et d'attendre que l'État réagisse. Désolation et tristesse s'ils font appel à toute l'énergie mobilisée pour cet examen. Nous, notre inquiétude d'abord, est-ce que la formation va continuer? Bon, avec tout ce qu'on a fait comme va-et-vient, parce qu'on vient ici, on retourne dans les classes, on vient dans l'école de formation, après on retourne, nous sommes fatigués. Mais jusqu'au dernier moment, si nous voyons qu'il y a grève, vraiment ça peut nous retarder. Ça peut nous retarder, c'est ça notre souci. Ouais. Notre carrière est en jeu parce que nous sommes des responsables, des pères de famille. Le système éducatif commence à multiplier les fronts. Si le corps des enseignants est déjà en ordre de bataille, les inspecteurs se mêlent du jeu. Nous partons déjà pour une agitation sociale. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo.
Le réseau des enseignants de l'APR demande au président Macky Sall de remplacer Youssou Touré. Les 35 coordonnateurs départementaux sur les 45 réunis ont dénoncé la gestion de l'équipe de Youssou Touré. Il faisait face à la presse en compte-rendu de Biramadia et de Pamodou Faye. Le réseau des enseignants de l'APR en conclave pour demander au président Macky Sall de le trouver au nouveau coordonnateur après la démission de Youssou Touré. Je crois que cette lecture-là, c'est une lecture qui appartient au président de la République. C'est lui qui a fondé le réseau, qui avait nommé Youssou Touré. C'est lui, en fondant le réseau, qui avait un objectif bien défini à travers ce réseau-là. Donc c'est à lui, à travers ces objectifs-là, et à travers les profils qu'il a, le président est la personne la mieux renseignée au Sénégal. En fonction de ses ambitions, c'est à lui de choisir la personne qui, de son point de vue, paraît être, comment on appelle ça encore, paraît avoir le bon profil pour manager ce réseau. Les 35 coordinateurs départementaux sur les 45 réunis ont fustigé la gestion de l'équipe de Youssou Touré. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que le réseau tel qu'il a fonctionné depuis quelque temps ne peut plus se refaire. Un réseau dirigé par une personne et une bande de copains ne peut plus exister. Ce qui peut exister, c'est un réseau avec un coordonnateur qui a les capacités managériales de manager toute une équipe et les décisions seront prises par cette équipe-là. Selon eux, Youssou Touré n'a plus sa légitimité et pour preuve... Je crois que Youssou Touré lui-même, devant les médias que vous êtes, a démissionné officiellement du réseau national des enseignants APR. Et en droit, on dit que l'aveu est la mère des preuves. Donc il n'y a pas de preuve plus explicite que cela. Maintenant, fort de cet état de fait, et fort aussi du fait que la réunion que lui-même avait convoquée ce matin au siège n'a pas pu se tenir là-bas, parce que n'étant plus considéré comme une structure officielle du parti, ou bien comme dirigeant du réseau, il n'a pas pu tenir sa réunion au niveau du siège. Ça, c'est un désaveu de la hiérarchie qui montre que sa décision, même au niveau de la hiérarchie, a été avalisée et qu'aujourd'hui, il faut passer à l'après Youssou Touré. Ahmed Suzanne Camara et ses collègues veulent redorer le blason de leur structure, disent-ils, en commençant par une tournée nationale. Par mépris, le coordonnateur du réseau des enseignants, Youssou Touré, refuse de commenter les accusations soulevées par ses camarades. Par contre, ses partisans visent des manœuvres d'une ancienne chef du gouvernement qui serait tentée d'attiser le feu. Et l'autre frange du réseau des enseignants apéristes faisait face à la presse. Un compte-rendu de Omar Kairé. Moi, je suis assez responsable. Je crois que vous perdez votre temps. Nous sommes là pour aider le président. Pour aider le président à réussir sa mission. C'est ça notre objectif. Nous n'avons pas d'autre objectif. Des autres questions, véritablement, nous retardent. Youssou Touré juge inutile de se prononcer sur la sortie d'Ahmed Suzanne Camara, qui demande au chef de l'État de le démettre de son poste de coordonnateur national du réseau des enseignants apéristes. Ce sont donc au tour des coordonnateurs départementaux de cette structure d'apporter la réplique à leurs collègues frondeurs. Tous ces ambitieux détracteurs ne savent pas que c'est le président de la République lui-même qui confie des responsabilités à ceux à qui il a confiance. Donc les invectives, les dénigrements, les diffamations et les sales complots n'ont aucune chance de prospérer. Récemment accusé de détournement, le coordonnateur national vient de subir une autre attaque venant des membres de son réseau. Ces coordonnateurs départementaux soupçonnent de hauts responsables de leur parti tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles. Ils sont parrainés et financés par cette ancienne première ministre qui, lorsqu'elle était aux commandes, s'emmurait dans ses privilèges. Ayant tout perdu, cette femme, l'aide à la bouche oblique, se livre à des combats fratricides au nom de calculs mesquins contre notre coordinateur national, à qui elle ne pardonnera jamais la sortie à l'émission Grand Jury demandant sa démission à la tête du gouvernement. Sa seule ambition est de remplacer le président Macky Sall à la tête du parti. Et pour arriver à ses fins, elle pense que la solution se trouve dans le financement de la dissidence pour disloquer les structures du parti, combattre les leaders en place et y mettre des hommes qui lui seront favorables. L'arbitrage du président de l'APR semble donc indispensable. Nous dirigeons des enseignants, nous sommes aussi avec le président Macky Sall. Nous sommes avec Youssou Touré et nous disons au président Macky Sall de dire
à ces manipulatrices et manipulateurs tapis dans l'homme qu'ils arrêtent. Les remous au sein de l'APR ressurgissent avec des querelles entre responsables qui n'ont pas fini de s'échanger des coups bas, voire tordus. Passons maintenant au reportage du jour qui s'intéresse au port du pagne, qui est un effet de mode qui a tendance à disparaître. La jeune génération semble porter son choix sur les tenues modernes importées de l'Occident. Pourtant, certaines filles gardent jalousement la culture africaine et optent pour le port constant du pagne. Le débat est ainsi bien campé dans ce reportage signé Marthe Diouf. C'est parti. De l'avis de certaines filles, la mode du pagne est révolue. Pour d'autres, tel n'est pas le cas. Et pour cette cause, le pagne est une tradition africaine qu'elle préfère à celle de l'Occident. Peut-être que mode bi moo leen si dugal mais femme moom si cosaan depuis. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Selon les enseignements du prophète, c'est un devoir de préserver nos valeurs islamiques, même si la mode veut nous remporter aux côtés de l'Occident. Donc même bu fekkente ne c'est à la mode ñi nga xam ne am nañ seen valeur ñu ngi koy conserver ñuy wodd sër di sol ay jupe ba tey. Pour sa part, Ndeye confie qu'elle porte des jeans, mais assez rarement. Parce que mënul ñàkk mais sër laay ëpp lu may def ndax dama yiwal damay def yére olof. Le pagne est une tradition. La pudeur en est la même. Une femme doit porter des habits décents. Certes, je porte des jeans, mais assez rarement. C'est normal ñu wodd sër. Tuba yi neex na lool mais sër dara dàq ko. Du côté des religieux, l'imam Abdou Omar Kamara invite la gente féminine musulmane à se conformer aux préceptes de l'islam. Il est interdit aux femmes de faire apparaître certaines parties de leur corps. Les seules parties autorisées à être vues par ceux qui peuvent être leur époux, par exemple, sont le visage et les mains. Le reste du corps, la femme doit se voiler, pas le visage quand même, se voiler la tête, laisser tomber le voile jusqu'après ses épaules, porter des habits assez amples qui ne laissent pas apparaître son physique et aussi des habits pas transparents, assez fermes. Voilà. De nos jours, nombreuses sont les filles qui s'habillent en mode jean. C'est d'aucunes préfèrent ce style pour des raisons de tendance, d'autres par contre le refutent catégoriquement. Marthe Diouf, merci. Nous en sommes maintenant à l'actualité internationale qui nous mène d'abord en Libye. Le chef du gouvernement d'Union sommet de quitter Tripoli, puis fin de l'opération Sangari en Centrafrique. Mission accomplie. Nigeria, 500 femmes et des enfants auraient été enlevés par Boko Haram. Une synthèse de Amamassi. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé depuis Bangui, mercredi 30 mars, la fin de l'opération militaire Sangari en Centrafrique. Lancée il y a 2 ans et demi afin de stabiliser un pays en proie aux affrontements intercommunautaires, la mission française a réussi à ramener le calme et à empêcher l'inacceptable et pourra donc s'achever dans le courant de l'année 2016. Déjà annoncé en janvier, le retrait a été officialisé par Jean-Yves Le Drian alors qu'il assistait à la passation de pouvoir entre le gouvernement centrafricain de transition et le nouveau président Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février. Une manière pour Paris de revêtir une charge symbolique à son désengagement. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, soutenu par l'ONU, est arrivé mercredi à Tripoli, mais les autorités non reconnues de la capitale l'ont aussitôt sommé de partir. Un bras de fer qui fait craindre une escalade de violence. Quelques heures après l'arrivée de Fayez El-Sarraj, dont le gouvernement est contesté par les 2 autorités rivales de l'ouest et de l'est de la Libye, des tirs intermittents dont on ignorait l'origine ont été entendus dans la soirée dans la capitale. Les artères principales sont bloquées par des membres de groupes armés, certains en uniforme et d'autres en civil munis de Kalachnikov arrivés à bord de véhicules militaires. Pris de panique, les habitants sont vus de rentrer chez eux et les commerces et les cafés ont baissé rideau. La venue de M. Sarraj fait craindre aux habitants de Tripoli des affrontements entre partisans des autorités non reconnues, internationalement installés par la coalition de milices de Fajr Libya et partisans du gouvernement d'union soutenu par l'ONU.
500 femmes et enfants ont été enlevés fin 2014 par le groupe islamiste Boko Haram à Damasak, dans le nord-est du Nigeria. Mais les autorités ont ignoré les informations sur ce rapt massif, ont affirmé mercredi à l'AFP des habitants de cette ville. Ce kidnapping plus important que celui des 276 lycéennes de Chibok s'est produit le 24 novembre 2014, selon un chef local, un ancien et un habitant de Damasak interrogé par l'AFP. Le gouvernement nigérian, sous la présidence de Goodluck Jonathan, avait démenti en mars 2015 des informations sur cet enlèvement massif, ainsi qu'un sénateur local et une source sécuritaire. Mais les témoignages des habitants à l'AFP confirment la teneur d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié mardi. Maintenant, un aperçu sur la presse du jour paru ce jeudi 31 mars 2015 et nous passons maintenant donc nous commençons par Walf Quotidien. À sa une, transhumance vers la mouvance présidentielle, ces libéraux indésirables à l'APR, rapporte Charlie Gaïki-Diène dans la page 3 du journal. Macky Sall, le chef de file de l'APR, avait appelé tous ceux qui le souhaitent à rejoindre son parti, mais visiblement Ousmane Ngom, Khoureychi Thiam, Serigne Mbacké Ndiaye et Mbaye Jacques Diop ne sont pas les bienvenus. Ils sont nombreux, les anciens barons libéraux, à avoir migré vers la galaxie présidentielle. Des transhumants, dont certains accusés de détournement de deniers publics, ont été accueillis à bras ouverts par Macky Sall, le chef de l'APR, et ses partisans. Ainsi, Innocence Ntap Ndiaye, Awa Ndiaye, Bekay Diop, Sitor Ndour et autres qui ont réussi leur migration, rapporte donc le journal dans sa page avec un décryptage en profondeur. Dans les colonnes de Walf Quotidien, toujours, donc on nous fait savoir que Macky a dégommé Serigne Modou Kara. Le marabout n'est plus ambassadeur de la paix parce qu'il a appelé à l'abstention au référendum. Grève à répétition à l'université, session unique, Mary Teuw Niane sort la cravache. À lire tous ces points dans Walf Quotidien. Regard à sa une, le retour de Maître Ousmane Ngom aux affaires. Moustapha Diakhaté s'oppose et rejette. Évaluation du référendum du 20 mars, le Parti socialiste plus solidaire que jamais. La une de l'Observateur, entretien avec le dernier ministre de l'Intérieur du régime de Wade. Maître Ousmane Ngom sort la matraque, dossier judiciaire, les gymkhana des Cassandres tropicaux ne m'ébranlent guère. Je ne connais pas la porte d'entrée de la CREI. Sur le terrorisme également, il a dit que dans les moments critiques où tout peut basculer, on a le devoir d'alerter. Ce qui s'est passé le dimanche du référendum à Walf m'a donné raison d'alerter sur les menaces, entre autres propos qu'il a relayés dans les colonnes de l'Observateur. À la une de Enquête, après 4 ans d'enquête et de procédure, la traque au point mort, s'exclame à sa une Enquête, le point sur une traque à fort roulant politique. Référendum, les 5 sages confirment la victoire du oui, relaie encore Enquête. Grand Place qui relaie à sa une la fronde. Réseau des enseignants de l'APR, Ahmed Suzanne Camara réclame le départ du coordonnateur. Youssou Touré organise la résistance. Déblocage des universités, l'État exhibe 300 milliards. Ambassadeur itinérant, Kara perd son titre, un non-événement pour les jeunes du PVD. À la une du quotidien, le quotidien, revendication des enseignants du supérieur. Mary Teuw, sans protocole, le gouvernement